Bonjour, bienvenue à cette capsule sur la communication en médecine palliative. Je m'appelle Mathieu Moreau, je suis médecin en médecine palliative au CIUS du nord de l'île de Montréal. Alors, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une conversation à ne pas savoir quoi dire ou alors à vous dire, ben, si c'est vraiment important, le patient va m'en parler, alors que le patient se dit probablement, ben, si c'était si important que ça, le doc m'en parlerait, puis de ne pas savoir comment aborder les éléphants dans la pièce? Ou encore à utiliser toujours la même méthode de communication, peu importe la situation qui se présente devant vous. Puis quand ça ne fonctionne pas, vous vous dites, ben, c'est le patient qui était difficile. Ben, si vous vous retrouvez dans une de ces situations-là, on vous a fait une capsule de communication pour pouvoir vous aider à connaître votre propre style de communication, puis pouvoir l'adapter selon les contextes, hein. Parce que la communication en médecine palliative, c'est vraiment un domaine super important. On dit souvent que c'est notre technique, hein, c'est notre outil. On dit même que la communication, c'est le scalpel du médecin en palliatif, en médecine palliative plutôt. Mais en fait, moi, j'aurais tendance à dire non, que c'est pas un scalpel, hein. Parce que si c'était juste un scalpel, eh bien, on pourrait pas dire qu'à un chirurgien, ben, tu as juste un scalpel pour opérer, hein. Quand on a juste un marteau, on a tendance à frapper surtout avec un marteau, même sur des vis. Nous, ce qu'on aime vraiment plus dire, c'est qu'en communication, on a droit à un coffre à outils, plein de techniques différentes, des trucs différents qui vont pouvoir nous permettre d'adapter ça au fur et à mesure. Puis là, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu dans votre parcours, vous allez avoir des trucs, hein, des outils avec lesquels vous allez être vraiment très, très à l'aise, puis d'autres que vous allez avoir moins utilisés, puis certains que vous ignorez même l'existence. Donc, vous ignorez même l'existence. Donc, on veut vraiment que vous appreniez à les utiliser. Puis en médecine palliative, ben, c'est un endroit où est-ce qu'on utilise certains outils plus que dans d'autres, mais ce n'est pas le seul stage où vous utilisez les outils naturellement. C'est un peu comme le jazz, hein. Quand on regarde la communication, au début, là, quand on apprend un nouvel instrument, on va vraiment apprendre à faire des gammes, hein, des choses un peu répétitives, des choses même un peu mécaniques, avant de pouvoir maîtriser, d'en connaître les codes, puis d'arriver à une improvisation. Puis si vous aimez le jazz, si vous l'écoutez, vous comprenez que l'improvisation, c'est pas juste une improvisation en solo, hein. Quand il y a plusieurs instruments, on se renvoie la balle dans l'improvisation. Puis c'est ce qu'on veut, on espère tendre dans la communication parce que euh, si on regarde ça, la communication, c'est aussi pour aller chercher de l'information d'un côté auprès des patients. C'est aussi pour échanger de l'information avec eux, mais c'est surtout pour bâtir la relation. Puis en médecine palliative, cette relation-là est primordiale. Donc, une des questions qu'il faut vous poser, c'est quoi votre style? Parce que moi, je peux vous offrir un coffre à outils, mais ça se peut que certains outils avec lesquels vous serez jamais à l'aise, que vous serez jamais à l'aise d'utiliser, puis d'autres que vous allez être très, très, très à l'aise. Puis des fois, c'est mieux d'avoir un outil avec lequel vous êtes très, très, très à l'aise, puis de savoir comment l'adapter que d'apprendre à utiliser des outils qui ne vous conviennent pas du tout à votre style. Donc, la première question, c'est quoi votre style? Il faut que vous appreniez à voir c'est quoi votre style. Vous êtes peut-être plus à l'aise avec des questions fermées dans certaines circonstances que des questions ouvertes. Il faut peut-être travailler, mais faut le réaliser, votre malaise avec certains types de questions. Face à l'incertitude, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise? L'utilisation de l'humour, faire des recommandations aux patients. Est-ce que vous vous sentez vraiment trahir la notion de partenariat? C'est tous des éléments qu'il faut apprendre à connaître. Donc, on va vous proposer une dizaine de trucs. C'est naturellement pas uniquement ces techniques-là et ces stratégies de communication-là que vous allez utiliser dans votre carrière et en médecine palliative, mais c'est des trucs un peu plus de base que vous allez pouvoir mettre en pratique dans votre stage de médecine palliative. Le premier truc, c'est ce qui semble le plus simple, hein, de s'asseoir pour avoir des conversations. Mais je vous le dis, c'est pas toujours fait. C'est souvent même pas fait. On en voit un paquet d'apprenants qui vont avoir des conversations difficiles debout dans un corridor ou dans la chambre d'un patient. Des fois, même les chaises sont disponibles, mais on a tellement pris le réflexe de ne pas s'asseoir qu'on ne comprend pas l'importance de s'asseoir. Or, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est celle-là. S'asseoir, ça permet vraiment
de diminuer le stress, hein, de diminuer le stress, de montrer au patient qu'on est oui, assez proche, qu'on est disponible. Puis non, ça ne prend pas nécessairement plus de temps. Il y a une étude en médecine d'urgence qui faisait en sorte que tous les médecins étaient dans la chambre pendant 10 minutes. Certains s'assoyaient, puis certains restaient debout. Puis on demandait aux patients combien de temps ça allait durer, la rencontre avec le médecin. Il y en a qui pensaient que c'était très, très court, puis il y en a qui pensaient que c'était beaucoup plus long. Mais globalement, il y a une différence significative dans la perception du temps passé avec le médecin. Euh, L'autre élément, c'est le toucher empathique. Ça, c'est quand je vous disais de reconnaître votre style, le toucher empathique, c'est quelque chose avec lequel tous les médecins ne sont pas à l'aise. De prendre, par exemple, la main dans une technique de sandwich, hein, où on met la main du patient. Là, j'ai malheureusement juste deux mains. Donc, on prend la main du patient en haut et en bas, on fait un sandwich. C'est un élément, là, quand c'est vraiment bien senti, qui montre, qui transmet de l'empathie. Le toucher empathique, comme la communication non verbale, est vraiment importante. Il y a une grande partie de notre communication qui passe par le non verbal. Donc, il faut encore une fois développer votre style et s'adapter au style du patient que vous avez devant vous. L'autre élément, c'est une importance capitale à accorder à la reconnaissance des émotions. On a souvent l'impression en médecine qu'on parle à la tête des patients. Or, s'il y a un domaine où c'est encore plus vrai, c'est en médecine palliative. On parle vraiment plus au cœur des patients. Puis quand je dis patients, on parle de patients au sens très, très large. En médecine palliative, les patients et leurs proches. Donc, il faut vraiment reconnaître, vous connaissez le NURSE, l'acronyme qui permet de regarder un peu plus les émotions. La première étape, là, c'est vraiment de reconnaître qu'on est dans un moment d'émotion. Puis oui, vous pouvez tenter de nommer les émotions puis continuer l'acronyme, mais des fois, vous ne savez pas quoi dire. Puis ça se peut que vous dites, là, je vous sens très émotif, sans savoir c'est quoi exactement l'émotion. Donc, je vous invite à regarder un petit peu plus si vous êtes moins à l'aise avec cette gestion des émotions-là, parce que c'est ça qui est la clé très souvent pour permettre d'avancer dans la communication, dans notre relation avec les patients et pas seulement en médecine palliative. Un autre truc, c'est vraiment de planifier. Souvent, on a l'impression, hein, on rentre dans une rencontre familiale, on va voir un patient sans trop vraiment se poser de questions et tout. Puis là, on se fait prendre un peu par un tsunami de questions, puis tout ça. Puis là, OK, on n'avait vraiment pas prévu les choses comme ça. Ou on y va, puis sans vraiment avoir de direction. Donc, la première des choses, c'est de planifier. Puis ça, c'est un truc, vous allez le voir un peu plus loin, mais quand vous allez rentrer, quand vous allez faire des rencontres avec les supervisés, là, avec un mentor, là, par exemple un autre professionnel de la santé ou un médecin, un patron, euh, bien, ça vaut la peine de s'entendre sur qui va faire quoi pendant cette période-là ou de planifier, OK, ben, moi, j'aimerais ça que vous me donniez une rétroaction sur tel aspect de ma communication. L'autre élément de la planification, c'est bien d'utiliser des guides. Donc, quand on commence, hein, je vous l'ai dit, là, quand on apprend un instrument, on fait des gammes, des choses comme ça, mais des fois, d'utiliser une méthode un peu plus rigide, hein, comme je vous disais, l'acronyme NURSE, donc des étapes un peu plus rigides, bien, ça permet au moins de tester des choses, de suivre une direction, de voir, ah, ça a fonctionné, ça n'a vraiment pas fonctionné, puis d'avancer avec ces méthodes-là qui ont été éprouvées, hein, qui ont été vraiment regardées et tester. Donc, un des guides, par exemple, c'est le Serious Illness Conversation Guide, qui est issu du Ariadne Lab, qui est le groupe d'Atul Gawande, pour ceux qui connaissent. Donc, ça, c'est un guide qui a été adapté quand même à plusieurs sauces, puis qui est vraiment un des guides les plus utilisés pour parler de préférence en termes de soins. Il y en a d'autres, naturellement. Vous trouvez-en un qui vous convient bien, un acronyme qui vous dit quelque chose, pas juste un acronyme que vous allez oublier, hein. Le but, c'est pas de connaître l'acronyme, le but, c'est de pouvoir l'utiliser en pratique. Bon, on va y aller avec un autre truc, c'est toutes les questions de clarification. Un des exemples classiques que j'entends, là, c'est ah, docteur, je veux pas d'acharnement thérapeutique. Ah, ben, dans ce cas-là, niveau de soins aidés, hein, on y va vers un niveau de soins palliatifs, on va vers tout ça. Puis, dans le fond, est-ce qu'on a vraiment compris qu'est-ce que ça veut dire, je veux pas d'acharnement thérapeutique? J'ai des patients qui me disent, docteur, je veux l'aide médicale à mourir, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est réellement l'aide médicale à mourir. Puis ça, des fois, on s'en va vraiment dans le champ gauche quand on va là-dedans, parce que si on ne prend pas le temps de clarifier. Donc,
c'est des questions de curiosité, hein. On dit qu'il faut approcher nos patients avec une attitude d'ouverture d'esprit, de curiosité, mais c'est vrai aussi pour ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Qu'est-ce que vous comprenez, hein? La fameuse question quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer, c'est qu'est-ce que vous comprenez de la situation? Mais il faut le faire même quand on pense que les patients nous disent des mots qui veulent nous dire quelque chose, des termes techniques. Souvent, ils ont raison, c'est ça que ça veut dire, mais parfois non, donc ça vaut la peine de le faire. Puis, un des trucs en anglais qui dit, c'est le tell me more. Pouvez-vous m'en dire davantage? Dites-moi en plus par rapport à ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Donc, vous voyez, ça, c'est tous des énoncés de clarification qui permettent encore une fois d'ouvrir la conversation. L'autre élément qui est un peu en lien avec la clarification, c'est avant d'aborder un sujet sensible, demander la permission, hein. S'il vous plaît, est-ce que vous permettez qu'on parle de ça? Pas nécessairement en demandant s'il vous plaît, mais en disant, ah, je sens que ça, c'est quelque chose qui, par exemple, pour l'émotion, qui vous rend vraiment émotif. Est-ce que vous permettez qu'on en parle davantage? Ou encore, pour faire le lien avec la clarification, docteur, il me reste combien de temps à vivre? Bien, si vous dites quelques semaines, puis la personne pensait à 10 ans, vous pouvez vous imaginer l'impact que ça va avoir sur cette personne-là. Donc, clarifier, avant d'aller plus loin, j'aimerais comprendre un peu plus pourquoi vous me posez telle question, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous voulez entendre comme information, ou des fois, c'est de dire, je sais que c'est un sujet sensible, par exemple, pour vous. Est-ce que c'est quelque chose dont vous voulez qu'on parle vraiment maintenant? Puis donc, vous voyez, ça, c'est des manières de demander la permission. Une technique qu'on peut voir vraiment comme une unité communicationnelle, là, c'est le ask, tell, ask. Donc, demander, dévoiler ou dire et demander. Donc, pour demander, on demande par exemple la permission ou qu'est-ce que vous connaissez déjà de cette situation-là. Ensuite, on donne l'information dans un langage compréhensible et en petite quantité, hein, les little chunks, on va faire des petites quantités d'informations. Puis après ça, on va demander qu'est-ce qu'il pense à propos de ça, hein? Qu'est-ce que vous avez retenu? Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle la technique de teach back, hein, de dire ah ben, juste pour être sûr que je me suis bien exprimé, pouvez-vous juste me dire qu'est-ce que vous avez compris de la conversation? Et non pas pour être sûr que vous avez bien compris. Ça, on peut le dire, mais c'est un peu plus difficile parce que ça laisse place à ce que ce soit le patient ou ses proches là, qui ait un problème de compréhension. C'est mieux de le dire de notre perspective, hein, comme professionnel. Pour être sûr que j'ai bien fait mon travail, pouvez-vous juste me dire qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez retenu ou, par exemple, qu'est-ce que vous allez expliquer à votre famille ou à vos proches. Donc, ça aussi, c'est une technique qu'on peut utiliser. En médecine palliative, tout le concept d'espoir est vraiment important. C'est un sujet très sensible qui dépasse les frontières de la seule médecine palliative, puis qui, encore une fois, va vraiment aller dans le style de communicateur que vous êtes. Notre rôle, ce n'est certainement pas de tuer l'espoir, de dire c'est impossible que ça se passe comme ça, c'est moi qui ai raison, ça ne se passera pas comme ça. Notre rôle, c'est non plus pas de supporter des faux espoirs. Que quelqu'un dise je vais vivre jusqu'à 200 ans, ben, de dire ah, mais peut-être ça va arriver, ça serait vraiment supporter un faux espoir. Donc, des fois, quand les patients nous parlent d'espoir qui nous semble démesuré, ben, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on se dit oh mon Dieu, il n'a pas compris, il n'a pas cheminé, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais des fois aussi, c'est de ramener, c'est-à-dire, j'espère vraiment que vous avez raison. Mais dans notre discipline, on dit souvent euh, hope for the best, prepare for the worst, hein? Espérer le meilleur, mais se préparer pour le pire. Puis j'aimerais ça qu'on puisse regarder ensemble des alternatives si jamais finalement ce qu'on espère tous les deux ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, on supporte l'espoir puis en même temps, on est capable d'essayer de préparer pour d'autres possibilités. Puis ça permet souvent aux patients aussi de constater qu'il y a d'autres possibilités. Euh, puis des fois, les choses, ça ne fonctionne vraiment pas bien. Puis
une des phrases qu'on peut utiliser, c'est j'aurais espéré que les choses soient différentes. Hein. Quand, il y en a qui ont l'impression que parce qu'on est en médecine palliative, bien, on veut que nos patients meurent et tout ça, on veut qu'ils arrêtent les traitements, on veut qu'ils soient. Mais non, pas du tout, absolument pas. Une des fonctions de la médecine palliative, c'est vraiment de mettre les valeurs du patient au premier plan, puis de s'assurer que ses choix, son autonomie soient le plus respectés dans la mesure du possible. Et donc, il y a des patients, des fois, qui vont nous dire qu'ils vont arrêter les traitements, puis que notre rôle, c'est plutôt de les supporter, non pas dans l'arrêt des traitements, mais d'en reconsidérer la décision parce que cette décision-là est un peu contraire aux valeurs qu'ils ont exprimées. Donc, j'aurais espéré que les choses soient différentes. C'est pour montrer qu'on espère avec le patient. Hein. On est dans la même équipe. Ça, c'est encore une fois des trucs qu'on peut utiliser. On avance dans des trucs un peu plus avancés. Hein. On voit la notion de tout le silence. Le, le, la blague que je fais souvent à mes apprenants, là, c'est que je veux qu'à la fin de leur stage, là, je sois obligé de leur prescrire une crème parce qu'ils ont des plaies de pression, parce qu'ils se sont tellement assis avec les patients et obligé de leur faire des points de suture parce qu'ils se sont tellement mordus la langue, parce qu'ils ont laissé le patient et ses proches parler plus que d'autres. Ça, c'est la règle d'or en médecine en général. Les patients et leurs proches devraient parler plus que le docteur. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est pas juste d'écouter, c'est d'avoir une écoute très active et donc d'être très présent quand on est avec le patient et ses proches. Pas de penser à ce qu'on va faire pour souper, pas de penser à notre prochaine question, de vraiment pouvoir être présent dans cette écoute active-là. Puis, ce qui est c'est généralement assez acquis. Ce qui est un peu plus difficile, c'est encore une fois de voir à quel point vous allez être à l'aise avec ça dans votre style, mais la gestion d'un silence. Si j'arrêtais de parler maintenant pendant 1 minute, vous seriez probablement mal à l'aise à m'écouter. Mais en clinique, ça se peut que vous soyez mal à l'aise, puis c'est bien de pouvoir réfléchir. Puis ça, c'est une des choses quand vous vous faites superviser, de demander s'il y a des silences, combien de temps j'y laisse. Parce que souvent, on a l'impression, oh mon Dieu, c'était tellement long ce silence-là. Ça a duré 6 secondes. Donc, vous pouvez voir que gérer les silences, c'est quelque chose qui peut être très personnel. Moi, je suis capable de supporter le silence d'1 à 2 minutes la plupart du temps. Encore une fois, il faut voir, là, hein, on a des patients des fois là, qui sont somnolents entre deux os puis qui s'endorment. Là, ce n'est pas la même gestion du silence, mais le vrai silence, le patient qui arrête de parler, qui a comme une pensée suspendue dans le temps, souvent d'accepter ce silence-là, d'accepter qu'on ne sera pas la prochaine personne qui va parler, mais que ça va être encore le patient qui va rompre ce silence-là, ça lui dit, je suis avec vous, puis ça nous montre qu'il peut nous faire confiance. Puis souvent, il va se confier après ce long silence. Donc, c'est très, très, très payant. Une des techniques plus difficiles, c'est celle de faire des recommandations. Puis vous avez probablement grandi dans la notion de partenariat de soins. Puis des fois, on a l'impression que faire une recommandation, c'est paternaliste. Et donc, ça dépend beaucoup à quel moment de notre relation on fait une recommandation. Hein. Quand ça fait 1 an qu'on suit un patient en médecine palliative, on connaît ses éléments, ils nous ont parlé de ses préférences souvent, puis qu'on voit qu'il est à un endroit là, qui n'est pas capable de prendre une décision, puis tout ça, il est rongé par le doute, puis tout ça. Puis ça se peut qu'on demande la permission de faire une recommandation. Puis ça, c'est quelque chose qui est tout à fait respectueux du partenariat. Hein. Présentement, pour ce patient-là, de prendre une décision, ça lui cause énormément de souffrance, puis il a besoin d'aide. Donc, des fois, c'est de dire, je sens que vous avez de la difficulté à prendre une décision, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider ou comment je pourrais vous aider. Des fois, c'est d'offrir une recommandation, de ne pas la donner, de l'offrir une recommandation. Le danger avec celle-là, puis c'est pour ça qu'elle se retrouve en position 9, c'est que si vous êtes trop tôt dans la relation, puis vous offrez une recommandation, ça peut être perçu justement comme le docteur n'a même pas pris le temps de m'écouter, de me comprendre, de me connaître, puis il me dit déjà ce que je devrais faire. Puis ça peut créer un écart
dans la relation. Donc, c'est une technique un peu plus avancée, mais que vous devez maîtriser en médecine palliative parce que pour certains patients, c'est malheureusement ou heureusement la seule manière d'avancer dans leur cheminement. Et la dernière, c'est pas la plus compliquée, même si c'est en position 10, c'est parce que je veux que vous en souveniez à la fin, c'est de vous faire accompagner. Donc, c'est très facile. Moi, je peux être le meilleur pour faire quelque chose, mais si je suis tout seul dans mon sous-sol, je ne le saurais pas vraiment si je suis le meilleur. Donc, le but, ce n'est pas d'être les meilleurs en communication, hein, mais de s'améliorer, de développer. Puis comment on le fait? Bien, c'est en se pratiquant beaucoup. C'est pour ça qu'on vous donne des trucs, parce que le but, c'est de tester les choses, là, toujours dans le respect de la sécurité des patients et de leurs proches, mais, et de votre sécurité psychologique, mais de pouvoir faire ces ajustements-là, mais de le faire avec quelqu'un qui va pouvoir vous donner une rétroaction, c'est encore plus riche. Ou à l'inverse, vous, comme résident, vous pourriez, si vous êtes je suppose que vous êtes des résidents, mais peu importe où est-ce que vous êtes dans votre parcours, il y a souvent des apprenants plus jeunes que vous pourriez superviser, puis c'est très riche de superviser quelqu'un. Puis quand vous êtes supervisé, demandez une rétroaction spécifique, hein. Ça, j'aimerais ça. J'anticipe que cette rencontre-là va aller vers ça. J'aimerais ça que vous regardiez un peu cet aspect-là. C'est un aspect avec lequel j'ai un peu plus de difficultés, puis qu'on en reparle après. Donc ça fait partie de la préparation. Puis l'autre élément qu'on néglige, c'est d'assister aux rencontres de nos patrons. Même quand on est plus avancé dans la formation, on bénéficie beaucoup de ça. Même comme patron, de voir d'autres patrons interagir, ça nous aide beaucoup. Et enfin, c'est que vous n'avez pas toujours besoin d'être accompagné par un médecin. Vous pouvez être accompagné par d'autres professionnels de la santé, les infirmières, par exemple, hein, les infirmières de nuit sur des étages, ben, par exemple, aux soins intensifs. Ils en ont vu des tonnes de résidents passer, puis ils connaissent souvent comme ça. Puis bien que des fois, la rétroaction, c'est de dire, ah ben, les autres résidents ne font pas ça comme ça. Ne veut pas dire qu'il faut faire comme les autres, mais souvent, la rétroaction, c'est assez riche, puis ça nous permet vraiment là, de progresser là-dedans. Donc, je reviens un petit peu sur les questions initiales, hein. Quel est votre style? Là, on vous a fait 10 propositions pour voir comment des petits trucs de communication, des stratégies, mais est-ce qu'il y en a là-dedans qui vous conviennent plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui d'emblée vous dites, ah, ça, je ne suis pas à l'aise avec ça, ou il y en a d'autres que vous faites déjà, puis que vous voulez pousser un petit peu plus loin? Donc, il faut développer votre style tout au long de votre parcours, puis ça, c'est une belle occasion de le faire. En terminant, je vous recommande 4 ressources additionnelles pour pousser plus loin la communication. Ce n'est pas quelque chose qu'on se dit spontanément, ah, je vais lire sur la communication, je vais faire ma formation médicale continue là-dessus, mais c'est au contraire très, très riche. La première ressource, c'est une balado-diffusion, une balado, oui, qui s'appelle le Jerry Parle. Il y a plusieurs éléments dans le Jerry Parle qui sont utiles au niveau de la communication, notamment celui-ci là, sur les formulations, que je vous recommande très, très fortement. Ensuite, le site VitalTalk, qui est aussi une application mobile, c'est vraiment très, 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 très riche avec des courtes vidéos. C'est en anglais ou beaucoup de guides comme le Nurse, tous des éléments comme ça qui vont vous donner des pistes de solutions avec beaucoup de verbatim. Donc, pour pratiquer des verbatim, comme je vous disais, hein, les verbatim, c'est un peu comme la gamme. Des fois, on les dit de manière un peu plus rigide au début, puis après ça, on les adapte à notre propre style. Il y a aussi des articles qui sont écrits. Ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment attentifs vont reconnaître que les 2 derniers auteurs, un nom des bacs, sont aussi ceux qui font Vital Talk puis qui font la ressource que je vais vous recommander après. Donc, je n'ai pas de part financière dans leurs activités, mais je fais définitivement partie de leur fan club informel. Il y a plein de petits articles, souvent de 2, 3, 4 pages, qui nous donnent plein de trucs dans la communication avec des conversations qu'on jugerait beaucoup plus difficiles. Enfin, un livre de communication qui n'est pas très long, des chapitres d'une dizaine de pages, qui vous permet vraiment, pour ceux d'entre vous qui vont travailler avec des patients qui sont vraiment malades, c'est-à-dire tout le monde, bien, vous pourriez décider d'aller pousser encore ça plus loin avec ce genre de ressources-là. Ce livre-là est très, très bon. Ça se lit vraiment, vraiment très facilement. Puis c'est d'ailleurs un livre qu'on m'avait recommandé dans un congrès d'urgence. Donc, ça vous donne une idée à quel point des fois les recommandations peuvent sortir du champ gauche.
Donc, en conclusion, je vous réitère l'importance de connaître votre propre style de communication, puis je vous invite à pratiquer différentes approches pour les adapter après ça selon les différents concepts. Bonne pratique en stage!